et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue aux quatre coins du pays. Ce soir, mes quatre collaborateurs et moi, on vous fait découvrir le Brésil. Donc, on va commencer d'abord avec mon invité Audrey Lacroix qui nous fera un petit topo sur la géopolitique du Brésil. Ensuite de ça, on ira voir Vanessa Clark qui, elle, de son côté, nous parle de l'historique du pays. Jason Chaillet, comme chaque semaine, nous parlera de la culture du pays. Et pour terminer, Jean-Philippe Perron qui nous fera part de l'économie du Brésil. Mais avant de passer à mes collaborateurs, je vous fais part de quelques points importants sur le Brésil qu'on connaît très bien depuis cette année, encore plus en fait avec la Coupe du Monde. Le Brésil est le plus grand pays d'Amérique latine avec sa superficie de plus de 8,5 millions de kilomètres carrés quand même. Et en fait, le Brésil couvre près de la moitié du territoire de l'Amérique du Sud. Et on peut voir la carte à l'écran. Le Brésil partage en fait ses frontières. On va voir la carte sous peu, oui, voilà. Donc, le Brésil partage toutes ses frontières avec tous les pays de l'Amérique du Sud, sauf le Chili et l'Équateur. Donc, maintenant, on passe à Audrey Lacroix, qui nous parle donc de la géopolitique et de l'actualité du Brésil, en fait. Exactement. Le Brésil, tu l'as dit, hein, c'est un gros poisson en Amérique du Sud, parmi des plus petits. Et ça a influencé, dans le fond, sa politique régionale. Dans le fond, il est vraiment le leader d'Amérique du Sud et joue souvent le rôle de médiateur dans les conflits et au niveau économique également. Il est membre du BRIC et ça, c'est les pays, les puissances émergentes. Et dans son livre, Yves Gervais, Géopolitique du Brésil, Yves Gervais dit que le Brésil est l'exemple parfait d'un pays qui était il y a quelques années en développement et qui s'est développé vraiment à une vitesse fulgurante. Et ce développement-là est dû à plusieurs facteurs, mais notamment, il y a eu une bonne gestion des affaires publiques depuis les 2 dernières décennies et ça, c'est vraiment plus marqué lors des mandats du président Luiz Inácio Lula da Silva, qui a été président de 2003 à 2011. C'était le premier président issu du Parti des travailleurs, donc le premier président peut-être un peu plus à gauche que ses prédécesseurs, et il a permis vraiment l'émergence d'une nouvelle classe moyenne qui n'existait pas au Brésil. Il faut dire qu'au Brésil, c'est toujours le cas, hein, il y a un gros écart entre les riches et les pauvres, mais la présidence de Lula da Silva a vraiment permis l'émergence d'une classe moyenne qui n'existait pas avant, des cols blancs, des professionnels qui maintenant gagnaient leur vie sans être extrêmement riches, sans avoir avoir la possession des entreprises. Ouais. Il a amené vraiment tout un virage. Oui, c'est ça. Et Lula da Silva, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, Lula da Silva a également eu un impact au niveau international pour son pays, puisqu'il a mis en place vraiment une diplomatie charismatique très efficace. Et ça a permis au Brésil, à son pays, de vraiment avoir une place au niveau diplomatique. Il a même, Lula da Silva, s'est opposé à George Bush lors de l'intervention en Irak. Donc, il a vraiment dit que, bon, nous, en tant que Brésil, en tant que puissance émergente, on n'est pas d'accord avec cette intervention-là. Et ça n'aurait pas été possible il y a avant vraiment cette présidence-là. Il y avait une approche vraiment plus douce, en fait. Là. Oui, vraiment. Et c'est ce qui caractérise vraiment le Brésil présentement. Selon Yves Gervais, le Brésil est mal placé au niveau vraiment militaire. Ce qu'il appelle le hard power, donc c'est vraiment le pouvoir coercitif. Là, ça se résume au pouvoir militaire. Et, mais bon, moi, j'aimerais apporter une nuance. Oui, peut-être, le Brésil, contrairement aux autres pays du BRIC, donc contrairement à la Chine, entre autres, le BRIC qui est Brésil, Russie, Inde et Chine, donc tous des pays émergents, des grandes puissances en devenir, oui, qui continuent là, vraiment de prendre la puissance. Eh bien, contrairement à ces pays-là, le Brésil n'a pas l'arme nucléaire, mais c'est quand même une puissance militaire là, comparativement aux autres pays d'Amérique, puisqu'il est la 2e puissance militaire après les États-Unis. Mais le Brésil mise vraiment sur son pouvoir un peu, comme tu disais, un peu plus doux, ce qu'il appelle, Gervais justement, le soft power.
Oui, et ça, au niveau, bon, pour expliquer un peu c'est quoi, c'est, si on se met au niveau des entreprises, ce sera un peu les relations publiques. Donc, le Brésil mise vraiment sur son image, hein, contrôler son image, un peu comme le ferait une marque, pour avoir une influence sur le plan international. Et cette influence-là, dans le fond, ça ne bénéficie pas vraiment à la population. Ça bénéficie surtout aux grosses entreprises, aux entreprises du domaine du pétrole, en aéronautique, qui sont vraiment les moteurs de l'économie brésilienne. Et la population est mécontente de ça, d'ailleurs. Oui, la population, bon, entre autres, bon, le moyen que le Brésil a trouvé un peu pour redonner son image, c'est de faire, d'être l'hôte d'événements internationaux et pour ça, il a dû investir en beaucoup d'argent dans des infrastructures, mais on pense au stade pour la FIFA et pour les Jeux olympiques de 2016. Mais aussi, ces événements-là, ça nécessite des investissements au niveau des aéroports, au niveau des routes aussi. Et ces investissements importants-là se sont faits un peu au détriment des écoles et des hôpitaux, hein, parce que, bon, la population en a grandement besoin puisqu'il y a un très grand clivage social. Et la population s'est un peu mobilisée, comme tu disais. Il y a eu des manifestations, mais vraiment moins importantes que ce en quoi les spécialistes internationaux s'attendaient. Il y a eu une manifestation importante en juin 2014 qui a rassemblé des milliers de personnes, mais c'est pas mal tout. Même pendant la Coupe du monde de la FIFA, c'était relativement tranquille. Juste en terminant, le défi du Brésil, c'est au niveau de l'actualité. Le défi, c'est vraiment l'adéquation entre l'émergence de cette puissance-là dont j'ai parlé et vraiment la distribution des effets de cette puissance-là parmi toute la population. Merci beaucoup, Audrey. Je passe maintenant à Vanessa. Vanessa, tu nous parles de l'histoire un peu du pays, mais tout d'abord, peut-être un peu d'étymologie. Oui, je vais parler d'étymologie. Juste d'abord, je vais commencer, vu que le Brésil a 514 ans aujourd'hui, je voulais peut-être faire un petit survol des 500 ans du Brésil. Donc, ça commence en 1500 avec Manuel Ier, le 14e roi du Portugal, qui envoie en mission Pedro Álvares Cabral, un navigateur portugais, pour atteindre la route des Indes, la route des épices, comme ses prédécesseurs, Vasco de Gama, Christophe Colomb, etc. Et donc, Pedro Álvares Cabral arrive sur une terre inconnue, une terra incognita, et il arrive là, et puis dans ce temps-là, c'était peuplé par des Amérindiens. Et puis, quand il est arrivé, en fait, quand il est reparti, les Amérindiens lui ont offert des cadeaux, comme ils en ont l'habitude de le faire lorsque les navigateurs venaient en leur terre. Et puis, ils lui ont offert comme cadeau du bois de braise, un bois qui est connu au Portugal sous le nom de pau-brasil. Et on pense probablement que, donc, d'où l'étymologie de Brésil, qui est encore floue d'ailleurs, la vraie provenance du nom Brésil, mais on pense que c'est probablement à cause de ce bois avec lequel on fait une teinture rouge, en fait. Et puis, d'ailleurs, au Brésil, il y a une profusion de ces arbres-là. Il y a vraiment beaucoup de ces arbres-là qui sont le bois du Brésil, en fait, qui forment le bois de Brésil. Donc, c'est ça. Donc, Álvares Cabral arrive sur ce qui sera plus tard Salvador, donc ce qui sera la future ville brésilienne de Salvador. Il la nomme Santa Cruz et en 1549, elle sera nommée Salvador. Donc, par contre, le 22 avril 1500, c'est là que Álvares Cabral est débarqué. Par contre, c'est juste vers 1530 que la colonisation va commencer. Donc, on fonde en 1532 le premier village, São Vicente. Et donc, c'est ça. Ensuite, selon le traité de Tordesillas, qui établit le partage du Nouveau Monde, donc le Nouveau Monde, c'est l'Amérique, l'Océanie et l'Australie. Ce traité-là a été signé en 1494, qui devait établir le partage selon, je m'excuse, du Nouveau Monde. Donc,
toutes les villes qui étaient à 300, toutes les terres qui étaient à 370 lieues à l'ouest du Cap-Vert allaient à l'Espagne et les autres étaient attribuées au Portugal. Moi, je pense que c'est ce qui fait que souvent on pense à tort que les Brésiliens parlent espagnol, n'est-ce pas? Voilà. Donc, non, on parle portugais au ça date de Brésil. là, Oui, ça vient d'après moi, c'est ça qui fait que justement on a la confusion. Donc, ensuite, on s'en va en 1807, quand les armées françaises de Napoléon débarquent, envahissent le Portugal. La famille royale portugaise s'installe à Rio de Janeiro. Ensuite, entre 1860 et 1870, il y aura des années de guerre au Brésil, ce qui est quand même étonnant. On n'aurait pas pensé peut-être que le Brésil, en tout cas moi, je n'avais pas pensé que le Brésil avait été en guerre. Il y a une guerre civile qui éclate en Uruguay, qui est à ce moment-là, l'Uruguay, c'est une province du Brésil. Et donc, la guerre éclate. Ensuite, la paix est rétablie. Par contre, le Paraguay profite ensuite de la situation de crise pour envahir le Brésil. Ce sera la guerre du Paraguay. Ensuite, en 88, on a l'abolition de l'esclavage. Il faut dire que le Brésil, c'est le pays qui aura eu le plus d'esclaves, qui a reçu le plus d'esclaves noirs. Yes, we can. Donc, même plus que les États britanniques, les États américains. Oui, exactement. C'est vraiment le pays qui a reçu le plus. Ensuite, la monarchie va être renversée en 1889 par l'armée qui établit une république fédérale. Et c'est là que Getúlio Vargas va rentrer au pouvoir en 1930. La crise économique va entraîner la chute du régime et c'est là qu'il entre au pouvoir. Et lui, Getúlio Vargas, va quand même être très important dans la politique au Brésil, car dans le fond, il va revenir et il va être élu, il va partir et réélu ensuite. Oui, exactement. Et 1956 à 1961, c'est la présidence de Juscelino Kubitschek qui fait de Brasilia la capitale du Brésil. Parfait. Ça fait beaucoup de dates, en fait. Mais on va mettre justement toutes ces dates-là et les dates suivantes parce que Vanessa a fait de très bonnes recherches sur le Brésil sur la page Facebook de l'émission. Donc, on part à une courte pause. Au retour, Jason, avec la culture du Brésil. CRV 2014, vous en avez plus pour votre argent. Calculons. La caméra de recul multi-angle, le téléphone Bluetooth, oh putain, les sièges avant chauffants. Tout ça pour $0. Ça vient de série. Et si je multiplie ça par la valeur de revente, les litres de rangement divisé par la pression barométrique, ça me donne le mot soleil. Ça tombe bien. Il se fait aussi avec le toit ouvrant. Hein? J'aime ça, moi. Je pars toute ma nuit ramasser des dents. En plus, je me tape une file d'une demi-heure à la banque pour déposer un chèque. Tu sais qu'avec PhotoCheck du ING Direct, tu peux déposer un chèque simplement en le prenant en photo. C'est un mythe, ça. Regarde, téléphone intelligent, application, photo. Et voilà. PhotoCheck, croyez-y. Obtenez une prime de 100 $ quand vous ouvrez un compte chèque entrant avec dépôt direct de votre paye. ING Direct, changez d'air bancaire. C'est fou, hein? Maintenant, quand on veut bien manger, il faut se poser plein de questions. Est-ce qu'il y a assez de fibres dans ça? Est-ce qu'il y a trop de gras dans ça? Est-ce qu'on en mange assez? Oh, parfois, on a simplement envie de se faire plaisir et de manger des bonnes charcuteries sans se poser de questions. Olimel choisit avec soin les ingrédients de ses charcuteries Olimel Smart Nature et indique clairement les valeurs nutritives sur l'emballage. On peut voir ce qui est bon pour nous et que c'est bon au goût. C'est naturel de faire le bon choix. Olimel Smart Nature. Chez Bel Air Direct, une soumission à 15 minutes pourrait vous faire économiser 200 $. Pas facile de faire autant d'argent en si peu de temps. C'est plus simple de contacter Bel Air Direct. Mais pour accompagner votre tartare, je pourrais vous faire goûter un pinot qui vient d'arriver dans l'espace cellier. Ouh, l'espace cellier! Ah. Goûte à ça, chérie. J'ai trouvé ça dans l'espace cellier. Ouh, espace cellier. Et pour aller avec ça, Daniel a fait une petite trouvaille dans l'espace cellier. Ouh, l'espace cellier! Laissez-vous surprendre par l'espace cellier. C'est plus accessible qu'on pense. En
En 2002, on a ouvert Chocolat Geneviève Grandbois. C'est là qu'on a rencontré la Banque nationale, qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis depuis ce temps-là, 10 ans après, on est toujours partenaires. J'ai un super directeur de compte. Tu sens qu'il est passionné par l'entrepreneuriat. Là, on planifie un plan de croissance, puis il nous appelle. Puis si bientôt, je vais être prêt. En tout cas, je veux vraiment venir entendre ça, savoir ce qu'il y en est. Ils savent travailler avec des entrepreneurs. Ce n'est pas d'hier que nous accompagnons les entrepreneurs d'ici dans leur croissance. Toujours présents pour les entreprises, Banque nationale. De retour aux quatre coins du pays. Maintenant, on accueille Jason Chaillet qui nous parle de la culture du Brésil. Bonsoir, Alexandra. Oui, je vais vous parler de la culture du Brésil, Alors, d'ailleurs, premièrement... tu emportes fièrement les couleurs. Oui, effectivement, de l'équipe, du pays, du drapeau. Je suis un Brésilien. Total, merci. C'est du sang brésilien. Exactement, oui, j'ai du sang brésilien. 15 c'est pas beaucoup, mais je me sens brésilien. Alors, je vais vous parler de la culture brésilienne. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il faut savoir de la culture brésilienne? C'est qu'elle est vraiment extrêmement riche et, comment je pourrais dire, vraiment mitigée. Métissage. Il y a beaucoup de métissage dans la culture. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'au début, comme Vanessa a dit, vers les années 1500, ce sont les Portugais qui sont venus prendre le contrôle des territoires, mais pendant qu'ils sont venus prendre le contrôle, ils avaient déjà sur le territoire des indigènes. Tu as dit Amérindiens. J'ai dit... Amérindiens, oui, mais moi, en fait, j'ai entendu Indiens parce que quand ils s'étaient partis faire l'exploration, ils croyaient qu'ils étaient en Inde, donc ils pensaient que c'était des Indiens. C'est juste une petite clarification pour tout le monde. Oui. Alors là, comme je vous ai dit, vers les années 1500, les Portugais sont arrivés. Ils ont partagé le territoire avec les indigènes, les Indiens, pour ensuite avoir une vague d'Africains mis en esclavage dans les champs de canne à sucre et de café, pour ensuite, au 20e siècle, en venir avec les Européens. Les Européens qui, pendant la guerre, ont migré comme des petits oiseaux vers le Brésil. Alors là, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ça? C'est qu'il y a beaucoup de métissage dans cette culture. C'est varié. Un mélange de culture. Alors, commençons en force avec le carnaval. Le carnaval, c'est la fête la plus populaire du Brésil. Cette fête nationale dure 4 jours. Elle est entre l'Épiphanie qui est la fête chrétienne de la manifestation du Christ dans le monde. Et aussi, il y a le carême. Le carême qui est une période de jeûne et d'abstinence de 40 jours. Excusez-moi. Quand tu parles du carnaval, tu parles du carnaval de Rio. Je parle du carnaval de Rio, mais il n'y a pas juste le carnaval de Rio. Okay. C'est ça, bon, c'est pour ça que j'ai dit carnaval. Mais merci de préciser, oui, le carnaval de Rio. Alors, comme je disais, qui est entre aussi le carême et qui est une période de jeûne et d'abstinence. C'est comme le ramadan des Arabes, mais pour le Brésil. Ouais. Vous comprenez? Pour les catholiques. Pour les catholiques, voilà. Oui, exactement, pour le Brésil. Qui est, merci. Voilà. Merci de me remettre à ma place. Qui est le premier, que je vais mentionner tout à l'heure, le premier pays catholique au monde. Alors là, le carnaval, je ne sais pas si notre cher technicien a mis les photos, mais dans le fond, le carnaval qui a été inventé en fait à la fin du 19e siècle, ça a apparu premièrement avec des cordons qui sont des personnes qui déambulaient dans les rues en dansant et en chantant. C'est eux qui sont les premiers, qui sont les ancêtres de la samba. Alors là, je vais juste faire une petite parenthèse sur la samba. La samba qui est une musique rythmique qui est aussi inventée au la fin du 19e siècle. Et puis ça, la samba, c'est issu d'un mélange entre les traditions des esclaves africains, des colons européens et des indigènes. Alors, c'est un genre de musique, c'est une forme de danse, mais aussi c'est un genre musical. Il y a beaucoup de sortes de samba que je ne vais pas nommer parce que sinon ça va durer toute l'émission. Et on veut en savoir plus sur le carnaval, exactement. Le carnaval, en fait, c'est 5 écoles de samba qui défilent. Les 3 meilleures vont défiler dans le Sambadrome. Le Sambadrome qui est un endroit réservé au défilé. Et les 2 autres vont parader dans les rues. Les groupes peuvent changer de stade parce que, dans le fond, ils sont notés. C'est en quelque sorte un concours. Ils sont notés, ils sont jugés sur leur costume, les véhicules, l'harmonie, l'évolution du défilé. Et puis tout ça, c'est noté de 8 à 10, alors ils sont mieux de faire une bonne impression. Ouais. Exactement. Mais là, assez parlé du carnaval. Et moi, je vais parler de mon
coup de cœur en terminant qui est La capoeira. la capoeira. La capoeira. La capoeira, qui est un art martial afro-brésilien, qui est une danse qui a ses racines dans les méthodes de combat des danses africaines et du temps de l'esclavage. On va voir une petite vidéo pour vous montrer c'est quoi exactement la capoeira. Exactement, d'art martial et puis d'arts martiaux, oui, d'art martial et de combat, pas de combat, excusez-moi, de danse. Voilà. De danse. Et puis c'est accompagné souvent, comme vous avez pu remarquer, par des instruments, des frappements de main et aussi par des chants. Très festif. C'est très festif, c'est très spirituel dans un sens parce qu'on permet d'avoir la joie de la musique et aussi on peut avoir le fait de se défouler dans le combat, mais tout en étant en harmonie, en étant heureux. Merci pour ce beau coup de cœur, Jason. Maintenant, Jean-Philippe, au niveau de l'économie du Brésil. Bonsoir. Oui, au Brésil, le Brésil est une force économique dans l'Amérique latine. J'ai ici quelques impressions, quelques chiffres aussi qui vont en prouver. Pour commencer, il faut y aller vraiment globalement. Le Brésil, la monnaie du Brésil est le réal brésilien. Qui, en apparence, ressemble beaucoup à celui du Canada, bleu, rouge, plusieurs couleurs différentes. Alors, on peut très bien se reconnaître dans l'argent canadien et dans l'argent brésilien qui s'appelle, je le rappelle, le réal. On n'entend pas souvent parler du Brésil à travers le monde côté économique, mais c'est une grande force, comme j'ai précisé. Le PIB du Brésil est de, attention, tâchez votre tuque, 2,1 trillions de dollars. Wow! Trillion, c'est plus haut que milliard, c'est 12 zéros. Ça les met au 8e rang du PIB dans le classement mondial. Pour comparer, au Canada, nous sommes 10e. Alors, ils sont 2 positions au-dessus de nous autres. Une économie très, très forte en ce moment. Mais regardez, ça n'a pas toujours été de la sorte. Il y a eu un grand crash en 1998. Ou entre 1995 et 1998, où l'économie a vraiment tombé sur toute la population du Brésil à l'échelle locale et internationale. Les causes pour cette chute économique est que les politiciens et les économistes du pays ont voulu d'évaluer le réal brésilien pour faire compétition à l'international, mais ça a eu des effets contraires. La surconsommation, les gens ont voulu plus emprunter, plus d'importation et beaucoup moins d'exportation, ce qui est un résultat d'évaluation de l'argent. Et bon, ça fait monter les taux d'intérêt. Et en bout de ligne, qu'est-ce qui a monté les taux d'intérêt? L'inflation vient lever. Alors, ça a vraiment fait mal à l'économie brésilienne à la fin des années 90. Pour sortir de leur torpeur, regardez, le Fonds monétaire international a décidé de prêter 4,5 milliards de dollars pour pouvoir aider les Brésiliens et leur économie. À remonter la pente. Mais pour cela, comme Audra l'a précisé un petit peu plus tôt, le gouvernement a dû faire beaucoup de concessions et de changements pour adopter les réformes qui ont été imposées par le Fonds monétaire international, dont la privatisation de plusieurs compagnies qui étaient jadis nationales. Aussi, ils ont dû réduire leurs dépenses budgétaires de manière drastique, ce qui a vraiment beaucoup aidé aussi à sortir de la crise économique. L'économie aussi au Brésil, ça comporte 3 grandes sections, 3 grands secteurs. L'agriculture, l'énergie, j'en parlerai un peu plus tard, et aussi la main-d'œuvre. Si je commence par l'agriculture, l'agroalimentaire du Brésil est 20% du PIB du pays. Et c'est aussi le plus grand exportateur mondial de l'agroalimentaire juste avant les États-Unis. Les États-Unis sont 2e. Qu'est-ce que ça fait beaucoup d'agriculture? Ça favorise la déforestation de l'Amazone, qui est un côté très nocif pour l'environnement. De plus, on veut
le côté agroalimentaire très important, mais aussi le côté canne à sucre. Mais canne à sucre, pas comme on l'avait plus prissé dans les années 1800 ou 1900. Aujourd'hui, c'est plus pour l'éthanol, qui est un combustible fossile à l'échelle internationale. L'énergie, tu vois. L'énergie que j'avais là-dessus. L'énergie, parce que, regardez, avec ça, l'économie a commencé à remonter et aujourd'hui, ils sont quand même très bien classés mondialement, comme j'ai dit un peu plus tôt. Arrive la nouvelle ère économique du Brésil autour des années 2008-2009, où ils ont découvert un très important gisement de pétrole dans l'océan proche du Brésil. Ils ont découvert plus de 33 milliards de barils ensoleillés sous l'océan, à laquelle ils ont pu extraire et en tirer profit. Même que le pétrole qui est sur le bord dans les océans est de 73 gît sous les océans. Mais regardez, toute l'économie brésilienne, comme Audrey l'a mentionné plus tôt, c'est un peu une montagne russe, mais maintenant, ils sont en train de vraiment sur la remontée pour un nouvel avenir beaucoup plus prometteur. Mais c'est ce qui est important, voilà, oui. Le présent. Donc, c'est tout. C'est tout pour ce soir. La semaine prochaine, on fera le tour de la Chine, mais bon, le Brésil qu'on va pouvoir continuer de découvrir dans les prochaines années, surtout avec les Jeux olympiques de 2016. Fait important, en fait, le Brésil sera le premier pays d'Amérique du Sud à recevoir les Jeux olympiques d'été qu'on va voir très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.